La cinquième de Beethoven est l'œuvre qu'a le plus donné Wilhelm Furtwängler durant sa carrière. Il en reste un immense interprète, peut-être le plus marquant du XXe siècle en un sens, et nous allons voir toute son influence sur les chefs d'orchestre qui ont suivi et qui se sont d'une manière ou d'une autre réclamés de lui. Ce que je viens de vous faire écouter en introduction, c'est le début de la cinquième donnée par Furtwängler au Titania Palast à Berlin le 23 mai 1954. Et je vous propose, pour expliquer cette interprétation, d'écouter le chef lui-même exposer sa vision de l'œuvre en avril 1953. Prenons un exemple très connu, la cinquième symphonie de Beethoven, le premier mouvement. Il se compose de 3 éléments thématiques. Plusieurs interprètes, avec leur souffle, leur goût, leur tempérament différents, pourront jouer dans les tempi différents, plus lourds ou plus légers. Mais pour une interprétation juste, une chose devra toujours être pareille. La chose qui fait que les détails cessent d'être des détails et entrent par leur éclairage et leur relation dans une unité supérieure. Dans notre exemple, il s'agit du rapport entre les 3 éléments thématiques. Le premier devra avoir la violence et la grandeur de Beethoven. Le deuxième devra avoir le sourire et la tendresse et je dirais presque l'innocence de Beethoven. Et le troisième est le plus difficile à mettre dans sa lumière exacte. Il semble plus neutre, une formule de cadence presque conventionnelle. Mais il devra, à cause de sa signification dans l'ensemble du mouvement, avoir ce caractère d'affirmation définitive, de sublimité triomphale qui donne leur conclusion et leur vrai sens aux 2 autres thèmes. Et je ne crois pas qu'il existe des façons différentes de sentir et de faire sentir ce rapport des idées musicales qui est, chez Beethoven, encore plus important que les idées en elles-mêmes. Et c'est sur cela qu'il faut que porte l'attention de l'interprète. Son interprétation aura alors 2 avantages. Elle rendra tout parfaitement clair pour l'auditeur et elle sera parfaitement naturelle. Ces 2 éléments, clarté et naturel, sont les 2 principales règles à suivre pour obtenir la bonne interprétation. Après avoir parlé de l'interprétation de Furtwängler directement, parlons de son influence sur plusieurs grands chefs du XXe siècle. D'abord, écoutons l'un des interprètes qui a le plus appris de Furtwängler et dont on a dit qu'il était peut-être la synthèse parfaite entre Furtwängler et Toscanini, à savoir Carlos Kleiber.
Carlos Kleiber est sans doute le seul à reprendre véritablement Homo, au sens propre que Furtwängler donnait aux trois motifs du début du mouvement. D'abord, il y a cette attaque très sombre, dès le premier accord, puis ce rebond à mesure que cela se développe, et enfin ce prolongement de l'énergie au cuivre, presque vers le néant. La violence est dans l'écrasante vivacité, alerte, et la grandeur dans l'atmosphère sombre qui semble étouffante dès l'entrée. La transition vers le deuxième motif est absolument magnifique, d'une cohérence extraordinaire, ce qui permet à Kleiber d'esquisser petit à petit ce sourire et d'amener, d'élever cette innocence. Enfin, Kleiber utilise son tempo vraiment rapide pour amener la cadence en ce qu'elle devient presque, pour ne pas dire qu'elle devient véritablement, une danse, et l'on retrouve le rebond qui animait l'interprétation depuis l'entrée. Là où Kleiber est également un chef de génie, c'est que si les détails cessent d'être des détails, ce qui fait qu'une interprétation est juste, selon Furtwängler, c'est bien parce que le chef les prend en compte dans leurs particularités pour les intégrer à l'ensemble par les facteurs qui assurent la cohérence. Ici, ce sont le rebond et le tempo. Notons d'ailleurs que le tempo est ici inchangé, là où Furtwängler ne cesse d'opérer des variations dessus. Je vous propose maintenant d'écouter un autre héritier de Furtwängler à bien des égards, Herbert von Karajan, ici en 1977 à Tokyo. Encore une fois, une attaque très sèche au premier accord, peut-être moins sombre que dans la version de Carlos Kleiber, même si tout aussi violente. Les cuivres sont peut-être plus brillants, même si moins virtuoses que ceux, évidemment, du symphonique de Chicago que Kleiber dirigeait. Chez Karajan, on retrouve donc indéniablement la violence, la grandeur et la puissance presque, ce que ne recherchait d'ailleurs pas Furtwängler. Mais si Karajan, avec son sens qui semble inné de l'instrument orchestre, ne parvient pas à donner toute la lumière que nécessite la tendresse propre à Beethoven, il restitue parfaitement l'aspect cadencé du troisième motif. Mais on retrouve bien chez Karajan cette cohérence comme facteur d'unité, c'est-à-dire que comme chez Furtwängler, l'orchestre est conçu comme un tout, et à ce titre, le plus important est atteint, car les détails cessent d'être des détails, pour entrer dans l'unité supérieure si bien évoquée par Furtwängler. Enfin, ajoutons que Karajan admirait beaucoup Furtwängler, et cela s'entend par exemple particulièrement bien dans toutes les interprétations de Karajan de la première symphonie de Brahms. Maintenant, je vous propose d'écouter une autre version, à première vue beaucoup plus proche de la vision de Furtwängler.
Cette version d'Eugène Jochum, dont nous allons parler, date de 1945 et elle est avec le Philharmonique de Berlin. Autant dire que cette interprétation est forcément imprégnée de l'art de Furtwängler. Et cela s'entend, cet enregistrement se rapproche par bien des aspects de la cinquième donnée par Furtwängler en 1943. Cependant, notons d'une part qu'il n'y a pas ici la grandeur métaphysique que Furtwängler donnait toujours à la cinquième, et que la cinquième de la guerre, celle de 1943, n'est pas la plus complète de Furtwängler, au sens où il lui manquerait par exemple l'innocence, elle a perdu le sourire, et pour cause. Mais la version de Jochum, n'ayant pas en elle cette métaphysique qui fait entrer l'interprétation de Furtwängler dans une dimension supérieure, elle ne reste en quelque sorte qu'un amas de violence et de noirceur. Mais bien évidemment, l'orchestre sonne magnifiquement, les lignes sont lisibles, très claires même, et il y a une très belle cohérence. Mais en fin de compte, là où les partis pris de Furtwängler, par exemple celui d'étirer les accords jusqu'à ce qu'ils deviennent étouffants, pour amener une énergie énorme, étaient puissants et pleins de sens, repris par Jochum, ils paraissent peut-être un peu plus vains. La dernière version dont je voulais vous parler concerne un interprète qui avait une immense admiration pour Furtwängler, puisque c'est celle de Franz Bruggen. Ce qui s'est évidemment transmis de Furtwängler à Bruggen, c'est avant tout une grande expressivité. Bruggen sait donner beaucoup de matière à ses interprétations sans que pour autant cela ne paraisse lourd. D'ailleurs, Furtwängler n'est jamais à proprement parler lourd dans la cinquième. Même dans son studio de 1954, qui est pourtant très lent, il y a un équilibre absolument parfait. Ce qui en un sens pourrait étonner, c'est que la version de Franz Bruggen est une version historiquement informée, une version sur instrument d'époque donc, sans vibrato par exemple. Pourtant, cette interprétation est réellement personnelle. On le perçoit d'abord dans la noirceur qui traverse déjà ses premiers accords pourtant allégés, puis qui vient accompagner un développement qui respire beaucoup. En effet, Bruggen a beaucoup appris de Furtwängler sur le rôle essentiel de la respiration si l'on veut garder la tension intacte. Et c'est aussi en cela que la direction de Bruggen est véritablement organique. Puis, avec un art de la transition absolument étincelant, Bruggen va annoncer le deuxième motif dans tout ce qu'il a de lumineux, de brillant, sans être non plus trop extravagant. Et en fait, toute la version de Bruggen est formidablement équilibrée et naturelle, et cela se remarque d'ailleurs très bien dans le dernier motif cadencé, qui malgré un tempo plutôt lent, plutôt retenu, reste avant tout très spontané. Ce qui a finalement rendu ce podcast très agréable à écrire, c'est qu'on peut très bien distinguer ce qui s'est transmis à travers ces quelques mesures, même si les extraits sont en réalité très courts. Et ce serait d'ailleurs également particulièrement intéressant de comparer sur la transition entre les troisième et quatrième mouvements de la symphonie. En tous les cas, cette comparaison permet de souligner comment les grands chefs héritiers de Furtwängler sont parvenus à proposer leur propre interprétation, une interprétation à chaque fois vraiment singulière, en gardant l'esprit essentiel de la cinquième symphonie, ainsi que les enseignements de la vision de Furtwängler, qui transparaissaient dans ces interprétations. Dans chacune de ces interprétations, à part peut-être celle de Jochum, les détails cessent d'être des détails et entrent dans une cohérence globale et dans une remarquable unité. Pour clore ce podcast, je vous propose de réécouter Furtwängler dans l'interprétation qu'on a écoutée au tout début, mais cette fois-ci, le mouvement est complet.